20% des personnes dans le monde n'ont pas accès à l'énergie moderne et ne peuvent pas avoir des téléphones mobiles ou mettre des lumières. Dans un monde où on a des lumières, plus d'1,3 million de personnes ne peuvent pas avoir les services simples que nous avons ici, dans un pays qui est raccordé à un réseau électrique. Donc, où est-ce que ça ressort le plus? Eh bien, regardez le monde la nuit. On voit très clairement qui est connecté au réseau électrique, qui ne l'a pas. Et on voit le bandeau de noir qui montre que les personnes n'ont pas accès. Ceux qui n'ont pas accès sont au sud de l'Asie, Asie du Sud-Est et en Amérique latine et en sud de l'Afrique. Voilà, c'est la vision mondiale maintenant, la situation mondiale. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les histoires qui se racontent? Et on m'a présenté, je suis Lucy. Et mon équipe travaille depuis 7 années à introduire l'énergie dans beaucoup de pays. Qu'est-ce qu'on apprend lorsqu'on est vraiment sur le terrain? Le manque d'énergie signifie qu'on n'a pas de choix. On doit utiliser du kérosène, du diesel, de la paraffine, des bougies, toutes les alternatives disponibles localement, qui coûtent beaucoup, jusqu'à un quart des revenus de notre client. En plus, c'est un risque pour santé. Le kérosène n'est pas bon. Des femmes et des enfants qui font la cuisine avec cette fumée autour d'elles et ce carbone noir est respiré et leurs poumons s'en remplissent et c'est le résultat, la cause d'un certain nombre de morts prématurées. Sans l'énergie, sans les lumières, sans l'électricité, vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas avoir une entreprise, c'est évident. Mais évidemment, on peut voir les choses différemment. Il y a maintenant la technologie qui est disponible pour étendre l'accès à l'énergie. Comme je l'ai dit, depuis 7 ans, mon équipe a travaillé à la distribution des lumières que vous voyez ici, des lampes comme celle-ci, des lampes qui peuvent fournir de la lumière à l'intérieur de la maison et permettre de charger des téléphones mobiles. On peut les avoir à un prix acceptable. En haut, à gauche, on voit, ça permet de mettre de l'électricité dans des téléphones, dans des ordinateurs portables. Ce sont comme des petits réseaux électriques et on peut ensemble créer un petit réseau pour une communauté avec des lampes, avec tout le reste. Donc si ce n'est pas la technologie qui est un problème, qu'est-ce qui nous arrête? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore conquis ceci? Pourquoi un 5e du monde vit-il dans le noir? Pourquoi? Peut-être que ça a à voir avec le commerce, c'est-à-dire que sans les ressources, on peut se dire « Ah, la distribution est un vrai cauchemar. La distribution, c'est un cauchemar. » Et ici, on peut voir les 500 points de vente que mon organisation a mis en place dans le pays d'Ouganda et au Kenya. On travaille directement par les micro-entrepreneurs avec des associations de commerce, des ONG, des collectifs et on travaille directement pour construire des petites entreprises où les personnes peuvent venir acheter des petites lampes solaires. 500 points de vente. Notre partenaire, dans l'île de Vanuatu, un pays à part entière, est très impressionnant. Regardez à droite, un de nos clients à Vanuatu. Elle est venue parler avec mes membres pour lui montrer combien de kérosène elle économise tous les soirs en utilisant sa lampe solaire. Donc, je dois dire que c'est très, très impressionnant. Mais il ne s'agit pas d'une seule histoire qui se limite au Vanuatu. En tant qu'organisation, ils ont été responsables de l'éradication de l'utilisation du kérosène dans toute l'île de Vanuatu, dans tout le pays. Donc, une toute petite association commerciale qui a récupéré la moitié du marché. Et c'est fantastique, ça, non?
En bas à droite, on voit les entrepreneurs que nous avons recrutés récemment. Dans le pays suivant, c'est le Ghana. Ils ont distribué des milliers de lampes solaires dans le pays. On voit des femmes, des hommes dans cette photo. Ils ont des petites entreprises et ils conservent une partie de leurs recettes pour eux et ils construisent ainsi une logistique, une chaîne d'approvisionnement. Il y a eu beaucoup de gains, beaucoup d'avantages. Et nous avons donc la technologie, nous en disposons. Nous disposons aussi des capacités de distribution. Alors, quel est le problème? En fait, c'est le financement. Les pauvres dépensent 37 milliards de dollars chaque année pour acheter de la paraffine, des bougies, du kérosène. Une dépense en énergie absolument énorme. Et les gouvernements dans les pays en développement dépensent 3 milliards de dollars pour construire les réseaux qui transporteront l'électricité dans ces communautés éloignées. Et puis, vous avez des donateurs comme la France, par exemple, dépense à peu près 4 milliards pour intégrer l'infrastructure dont ils ont besoin pour arriver à soutenir des énergies renouvelables propres. Et le secteur privé, lui, donne 2 milliards. Voilà comment on aurait traité le problème autrefois. On aurait rassemblé des milliards de dollars pour un budget, on partirait dans un pays et on construirait une route ou un barrage. Et on peut construire ça parce que grâce à eux, il y a des économies qui ont beaucoup changé, des villes dans certains pays émergents. Ce sont des photos que j'ai prises en Asie du Sud-Est. J'ai commencé ma carrière en travaillant pour les donateurs. J'étais basée à Bangkok. J'ai travaillé pour les gouvernements qui investissaient là-bas et j'ai vu beaucoup de ces projets personnellement. Mais le défi, c'est que ça n'est pas la quantité de dollars qui produit des résultats conséquents. La grande leçon à tirer, c'est la photo qui est en haut et à gauche. Voilà une photo que j'ai prise au nord de la Thaïlande. Je suis allée au nord et mon guide m'a fait visiter un barrage qui est ici sur une rivière. D'abord, on voit sur la photo, le niveau de l'eau est tellement bas que le barrage ne sert à rien. Donc voilà, une première erreur. Deuxièmement, un ingénieur qui avait beaucoup réfléchi était arrivé avec ses idées de l'étranger, son financement de l'étranger. Il a dit, comment est-ce qu'on va s'assurer que ce barrage n'interrompt pas la migration des poissons pour que les poissons continueront à se déplacer de l'amont en aval. Et ainsi, les 300 millions de personnes du Mekong qui utilisent la pêche pour manger pourront les utiliser et encore pêcher. Alors, je vais créer une échelle pour les poissons. Les poissons sauteront par-dessus le barrage pour passer ailleurs. Mais regardez, il n'y a pas de poissons dans le Mekong. Il n'y a pas de saumon dans le Mekong. En plus, il n'y a même pas assez d'eau qui permettent aux poissons d'aller jusqu'à la rivière. Donc, des grands projets ne produisent pas toujours des grands résultats. Et c'est une excellente anecdote. Une autre, notre projet au Vanuatu. Ma collègue est allée récemment là-bas et quand elle y est allée, elle a vu qu'un gouvernement avait donné un panneau solaire très efficace, magnifique, une capacité robuste extraordinaire. Et on aurait pu traiter des usines de traitement agricole. Vraiment, c'était de la haute technologie. Mais il était utilisé pour le foot. Les enfants du village l'utilisaient et ce panneau, ils utilisaient les différentes parties comme cible. Et alors, ils utilisaient ça comme but et ils shootaient leurs ballons dedans, dans les villages. Donc, vous voyez, c'est très dommage. C'est très triste de voir comment cette technologie a été utilisée. Si les communautés ne savent pas l'utiliser,
alors, eh bien, tant pis, ça ne produit rien. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup de projets, peut-être pas. Il faut aller voir les donateurs, voir les gouvernements en disant « on va étendre les réseaux pour avoir beaucoup d'argent » et voilà le résultat. Mais nous voyons une autre opportunité avec des micro-projets et en appairant des micro-projets et des micro-investisseurs. Voilà des projets que nous avons mis en place au Ghana, à Vanuatu et dans le Honduras, l'État d'Honduras. Grâce à des plateformes de crowdfunding, de financement collectif, des personnes comme vous et moi peuvent être en lien direct avec un projet dans un pays en voie de développement et faire un investissement. L'investissement par des anges, angel business, c'est aussi très bien vu. Des personnes qui disposent d'épargne et au lieu de les faire utiliser par le biais d'un gouvernement, par exemple, ils peuvent investir comme investisseurs individuels et investir pour un projet bien précis. Et nous travaillons dans des communautés où il y a 15 foyers, donc tout petits. Ils reçoivent des infrastructures comme des panneaux solaires, des batteries, des lampes, tout ce dont ils ont besoin pour commencer à avoir de la lumière et recharger ça et en gros mettre en place leur réseau électrique minimum qui ressemble un peu au système que l'on a en France, qui nous donne cette énergie très robuste qui est là. En fait, il s'agit de mettre en place des systèmes qui permettent de soutenir les communautés pour qu'elles puissent petit à petit se développer et sortir de cette pauvreté en énergie. Et quand je vous parle de ce type de financement, ce n'est pas une donation. On s'est dit peut-être qu'il faudrait mettre en place une ONG. Ou est-ce que le secteur privé pourrait juste donner de l'argent pour que ça se passe? Puis on a réfléchi de nouveau à notre camembert que je vous ai montré avant et on a dit non. Il faut que l'on demande aux investisseurs de venir avec nous. Et puis, 25 000 euros, et on veut un retour sur investissement de 10% sur 3 ans. Donc, c'est un prêt qui peut être fait directement à un village. Le village rembourse pour le prix du kérosène qu'il paierait autrement chaque mois. Et on peut rembourser le Angel, Business Angel. Donc voilà, le marché qui finance des grandes innovations de Facebook et autres. Et tous ces systèmes dont on dispose maintenant, il faut le recanaliser autrement. Et alors, les micro-projets ne signifient pas que les opportunités sont petites. Nous avons jusqu'à 1 million de points de données dans le monde pour quantifier, mesurer visiblement avec précision où sont ces 3 milliards de foyers, quelle infrastructure est disponible, où sont les routes, les écoles, les organisations de microfinance, pour que l'on puisse comprendre clairement la différence entre les deux. Et lorsque l'on dispose de cette donnée, avec un modèle, un business de projet, je sais que les fondateurs du forum LH Forum sont des pionniers en microfinance. Donc, je crois que nous faisons partie d'un mouvement. Lorsque l'on combine cette approche avec la possibilité d'une agrégation de plus petits projets, donc pas un seul, mais plusieurs, pas 1000, mais 100 000. Alors, on peut mettre en place les crowdfunders, les business angels et travailler ensemble avec tous les niveaux. Et maintenant, je vous propose de nous aider à construire le réseau à l'envers.